Hello et bienvenue sur le podcast Romantaisie et Darkcast. Je suis Julie. Et moi c'est Cynthia et aujourd'hui on va débriefer du dernier tome de Throne of Glass, Le Royaume des Cendres, du chapitre 57 au 67. J'avoue que moi ce tome il m'a chamboulé, une part de déception aussi sur certains chapitres. Ouais, on en parlera je pense dans la partie 2. Ouais. Mais ouais, sinon, moi, en tout cas là, quand on était du début jusqu'à ce qu'on va parler, moi c'était vraiment incroyable. Pareil, j'étais à fond dedans, j'étais vraiment hypée Je me disais, ça fait longtemps que j'ai pas lu un livre qui me tient autant dans l'aventure. Et à chaque fois que je lisais un chapitre, je me disais, oh, waouh! Enfin, à chaque fois que je refermais ma lecture, je me disais, ah, c'est trop bien ce qui s'est passé. J'étais toujours émerveillée par ce qui se passait et tout. Ouais, je suis d'accord. Pour moi, là, c'était le meilleur, Throne of Glass, quand j'étais en train de le lire. Voilà. Ah, je sais pas, moi j'ai bien aimé le... Alors, bizarrement, j'ai bien aimé le tome 3. Enfin, du coup, l'âme de l'assassin. Okay. Non, oui, la lame de l'assassin. La lame de l'assassin. Ah oui, oh là là, j'avais oublié ça. Ouais. La lame de l'assassineuse. Celui-là, moi, j'avais bien aimé. Ok, ah ouais, trop drôle. Mais bon. C'est mon préféré, mais... avant de commencer, oui. petite boisson du mois de mai, du coup. C'est quoi déjà? C'est un thé de sureau, t'as dit? Un thé vert glacé à la fleur de sureau. Et du coup, on a pris des petites madeleines. À savoir, je n'ai pas pris mon petit déjeuner, donc je mangerai un petit peu durant ce podcast. Et une petite déco. Oui. J'ai mis la petite bougie. Là, on tourne juste après le Festival des Plumes. Et donc, du coup, on s'est fait un petit achat. Petit achat pour, du coup, le podcast. Attends, pour les citer, parce que j'ai pas le nom exact. Cœur fondant, non? Ouais, je crois. Attends, on va pas citer... Création fondant, je crois. Je crois que c'est ça. On va vérifier en deux. Donc du coup, si vous passez par là, vous avez la petite déco sur... Fondant Création sur Instagram. J'avais l'inverse, moi. Et elles sentent hyper bon. Enfin, moi, je ne l'ai pas encore fait de brûler, tout non plus, je crois. Non mais j'attends d'être toute seule à la maison pour être tranquille. Mais par contre, je passe mon temps à sentir. Elles sont tellement bon. La dernière fois, je l'avais posée, du coup, je l'ai posée sur juste ma petite étagère à côté du canapé et je sens l'odeur alors qu'elle brûle même pas. Donc j'ai trop hâte du coup de la faire brûler pour... Pareil. Mais en même temps, ça me brise un peu le cœur de devoir tout... Ouais, parce qu'en plus, je me dis, elle va être rapide comme elle est petite. Du coup, j'ai envie de la garder, mais en même temps, j'ai envie de la brûler. C'est un peu frustrant. Mais bon, c'est pas grave. Alors, du coup, comme d'hab, parce que je vais te laisser la main sur les résumés. Ouais. Surtout que le 57, j'ai pas pris de notes. Ça va. Donc du coup, ça va être vraiment par rapport à ce que tu me dis, la réaction. Pas de souci. Moi, je voulais juste parler très vite fait du chapitre 56 avant, parce que vu qu'il est à côté, je me dis autant l'inclure ici. Tu sais, c'est le chapitre où Manon elle se fait couronner la couronne des, je sais pas trop quoi, des sorcières qui est perdue, je sais plus c'est quoi le nom. Et tu sais qu'elle se combat contre les 3 matrones sorcières. Ah, il était fou ce combat. Et quand je le lisais, j'étais en mode non, on est obligé d'en parler dans la partie 1 parce qu'il était incroyable. Juste Manon a tout cassé dans le chapitre. Et les matrones, juste, la grand-mère de Manon qui prend la fuite et tout. Tu sais que j'ai été tellement déçue. Je l'ai vue. Enfin, coup, elle prend la fuite, t'es là, Moi aussi, je m'attendais pas à ça. Je me dis, oh là, va y avoir du coup l'énorme combat entre Manon et sa grand-mère en one-to-one. Non, elle part en courant. Ouais. La honte, quoi. Surtout que la dernière fois, elle l'avait blessée, elle l'avait pourchassée. Ouais. Et là, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te barres? C'est vrai que j'ai pas trop compris. Effectivement, Manon, elle est très puissante, etc. Mais je veux dire, on a vu que sa grand-mère, elle est même plus puissante. Enfin, de ce qu'on a vu des chapitres d'avant, tu te dis, bon, elle a un niveau très élevé, c'est normal, elle a plus d'expérience, elle est plus vieille et tout ça. Du coup, c'est vrai que j'ai pas compris pourquoi elle est partie en courant, alors que techniquement, elle pouvait... c'était pas bataille perdue, tu vois, clairement pour elle. Donc, bon, trop bizarre. Et du coup, c'est vraiment là que Manon devient la reine de tous les clans de sorcières. Juste petite note sur mon personnage préféré. Du coup, sinon, on part du chapitre donc 57. Et là, du coup, c'est la guerre à Aniel, du coup. Rowan n'a pas dormi de la nuit et décide donc de se lever. Il n'a pas arrêté toute la nuit donc de réfléchir pourquoi Ellie n'a pas utilisé son pouvoir depuis qu'ils l'ont retrouvée. Parce que tu sais, elle avait utilisé que quelques flammes et c'était très très peu, quoi. Oui, je me souviens. Fenris se lève et le suit. Il lui dit que Cairn l'a brûlé plusieurs fois. Et donc ce serait pour ça qu'elle n'utiliserait peut-être pas ses pouvoirs. Une fois, il lui a même brûlé donc les mains avec ses gants de fer et les guérisseurs ont mis 2 semaines à la guérir. Puis, ils mangent donc tous le petit déjeuner, descendent dans une salle où il y a des trésors et des armures, car ils n'avaient pas... Qu'est-ce que j'ai écrit ?
Ils n'avaient pas d'équipement. Voilà, ils n'avaient rien sur eux, ils étaient venus un peu en tant que touristes. Ouais, ils n'avaient pas d'équipement et du coup, ils sont allés chercher dans les sous-sols de Aniel pour aller voir. Je crois que c'était dans la chambre forte où le père il gardait tout son trésor. Et il l'avait dit à personne. Non. Parce qu'il y avait plein de trésors, toutes les armures trop belles. Mais non, moi, ça m'a choqué que le château soit complètement en ruine, alors que le gars, en fait, il est blindé, mais c'est juste qu'il est tellement rat. Ouais, c'est ça. Du coup, il ne veut pas donner. Raccro. Il a aucune valeur, ce mec, de toute façon. Et en plus, il garde tout ça, pour lui, c'est hyper égoïste, je trouve. Et même là, tu vois, pour la guerre, il a vu que ceux qui viennent un peu les sauver, tu vois, entre guillemets, parce que bon, t'as quand même plein de failles, etc. Enfin, voilà, ils sont forts, quoi, comparé à eux. Et même pas, il leur dit vous n'avez pas d'armure, je vais vous donner, je vais vous aider, etc. Non, il les laissé comme ça, tout nu sur le champ de bataille. N'importe quoi. Donc, du coup, ils se servent et ils ont bien raison. Donc, ils prennent des armes, ils prennent des bouts d'armure parce que du coup, ils étaient trop grands, Rowan, Lorcan, machin, donc ils sont obligés de partiellement, on va dire, se renforcer. Aelin leur dit de remonter et qu'elle les rejoindra après. La guerre commence. L'armée des Kagan pousse l'armée Moratz à avancer par derrière. Dis-moi si tu avais ce souvenir-là, parce que c'est toujours un peu flou ce genre de moment pour moi. Donc, Moratz fait avancer une tour vers le mur pour assiéger Aniel. Alors que la tour touche le mur, Aelin arrive. Parce que là, tout le monde se demande mais qu'est-ce qu'elle fait, Aelin? Parce que pourquoi elle est pas là? La bataille, elle commence. Et je me souviens, Rowan, il était là. Elle fait quoi là? C'est un peu. C'est bon, ça a démarré la guerre. Je me souviens. Moi aussi, je me demandais ce qu'elle faisait. J'étais là, genre. Attends, elle a peur. Ouais, moi je me dis soit en même temps, je trouvais ça bizarre. Mais en même temps, vu qu'on a été dans sa tête et vu tout ce qu'elle a fait subir, tu comprends qu'elle ait eu peur. Oui. Mais c'est pas Aelin. C'est ça. On savait que. Moi, je me dis soit elle a peur, effectivement, et du coup, elle repousse un peu le moment, soit elle prépare quelque chose de grandiose. Ouais. C'était un des deux. C'est clair. Du coup, donc, elle arrive. Elle est vêtue d'une armure d'or blanc et a un diadème de guerre sur sa tête. Elle tue les soldats un par un. Elle suscite l'espoir pour toute l'armée humaine, en fait. Elle leur redonne du courage et de la force. Et ensuite, Rowan, Fenris, Lorcan, Gabriel et Cole la rejoignent pour combattre à ses côtés. Elle a tout son petit clan avec elle. Et la question aussi qui se pose à ce moment-là, c'est pourquoi elle n'utilise pas le feu. Oui, parce que là, elle fait que se battre avec ses armes. Ses skills d'ancienne assassineuse, quoi. Ah, non, assassineuse. C'est horrible ce mot. Je sais pas pourquoi ils l'ont traduit comme ça. Qu'est-ce que j'avais mis, moi, comme note? J'avais mis, est-ce que Aelin va utiliser ses pouvoirs ou pas? C'est vrai que c'était une grande question à ce moment-là. Je me dis, est-ce qu'elle va faire tout le combat à l'épée, etc., à la main? Ou est-ce qu'elle va oser faire ses flammes? Je ne savais pas du tout. Je sais pas si toi, tu pensais qu'elle allait le faire ou pas? Parce que moi, j'étais plus dans la team où elle va pas du tout l'utiliser et qu'elle le garderait vraiment pour plus tard. Alors moi, j'étais mitigée. Je me suis dit, ça se trouve, elle a eu le trauma de se faire brûler. Et du coup, c'est un peu comme le trauma qu'elle avait avant de commencer à utiliser son pouvoir. Elle avait peur de son pouvoir et peur de tout brûler. Et du coup, j'étais restée sur ça. Et je me suis dit, ça se trouve, ils ont ravivé cette peur. Et donc, du coup, elle ne veut pas utiliser son pouvoir. Et en même temps, je me suis dit, connaissant le côté stratège de Aelin, ça se trouve, elle a voulu montrer que même sans ses pouvoirs, c'était une guerrière aguerrie et qu'elle était capable de tuer ses ennemis sans pouvoir. Et que j'avais un peu ce truc de, ça se trouve, elle va garder son pouvoir pour Meg. Pour la grande bataille finale. ouais, mais vraiment. Effectivement, moi aussi, je pensais que c'était ça. Oui, après, du coup, j'avais mis, c'était son plan d'arriver à ce moment-là pour vraiment inspirer. Parce qu'elle est arrivée, elle est arrivée dans un moment où tout le monde était un petit peu en down, tu vois. Tout le monde avait besoin d'elle. Ils voyaient que l'armée était hyper puissante en phase 2 et du coup, tout le monde était on va perdre. Elle arrive quand? Et elle arrive, je viens vous sauver, une reine, voilà, tout simplement. Donc, le chapitre suivant, là, on a plusieurs points de vue du coup de la bataille. Oui. Elide aide les guérisseuses avec les blessés. Cole se bat au dos de son cheval Faracha, alias Papillon. C'est vrai que ça, c'est lunaire. Ça, c'est génial. Hein. Moi, j'avais trop aimé dans le livre du coup d'avant de Cole. Tu sais, il disait je vais amener Faracha avec moi parce que c'est exceptionnel le sentiment que je vais avoir de tuer des valgues sur le dos de Papillon. C'est une très très bonne idée. Nesrine et Sartak se rendent compte que les valgues essaient de détruire le barrage.
ce qui serait du coup extrêmement mortel et destructeur. Ils vont donc alors défendre le barrage et combattre la trentaine de soldats qui sont en fait là-bas en train d'essayer de le détruire. Ouais. Ils y arrivent, regardent l'état du barrage et retournent vite au donjon. On finit sur le point de vue de Lorkhan qui se bat férocement. Il est fait pour la bataille et n'a plus rien dans sa vie à part ce moment. Il laisse tomber son bouclier et se bat presque sans protection car il a besoin de ressentir. Mais alors ça, tu vois, je me suis... Parce que moi, le commentaire que j'ai mis, c'est... Ouais, vas-y. Bon, alors déjà, je refusais de croire que Lorkhan, il était mort. C'est même pas la peine. Je spoil un peu, là, il est pas C'est pas grave. Tu vas le dire juste après, donc c'est pas grave. Et après, j'avais noté, il est vraiment bête de se jeter dans la mêlée sans son bouclier. Ouais, moi aussi, j'ai pas trop compris. Après, je sais que En fait, je vois pas l'intérêt de l'avoir fait tomber. C'était bien expliqué, je trouve, parce qu'au départ, moi, je me disais, qu'est-ce qu'il fait ? Et après, de la manière où c'était écrit, tu peux un petit peu comprendre son personnage, ses décisions, mais en sachant que maintenant, tu sais, il a une personne hyper importante dans sa vie qui est Elide. Ouais, je trouve ça très bizarre de se mettre en danger comme ça, alors que t'as une personne qui t'aime, qui t'attend, enfin, tu vois. Alors oui et non, parce qu'à ce moment-là, Elide, elle était pas en mode love to love avec Lorkhan, et justement... Mais lui, il a quand même des sentiments, tu vois, pour elle. Ouais, mais alors, dans la tête de Lorkhan, vu que c'est un peu le gars, le guerrier qui veut se sacrifier pour prouver qu'il aime. Ah oui, c'était peut-être... Moi, j'étais plus partie sur... Il part se sacrifier pour prouver à Elide qu'il l'aime et qu'il est capable de se sacrifier pour les autres. Et pour moi, c'était ça dans sa tête. Ok, ouais. Parce que Elide, à aucun moment, lui avait dit qu'elle l'aimait. Elle lui faisait la tête en plus. Elle l'a même rejeté. Elle a eu des mots super durs pour lui, lui faisant comprendre que jamais elle pourrait être avec lui. Pour moi, ça a été le tout pour le tout quand il s'est jeté dans la mêlée. Ouais, donc tu penses que c'était un peu un acte pour se revaloriser à ses yeux et en même temps pouvoir... il savait qu'il allait faire des dégâts comme ça. Ok, ouais. Oui, moi je pense qu'en vrai c'est ça, hein, ça paraît logique. Mais c'est vrai que bon, j'étais là, Lorkhan, tu joues avec le feu. Mais du coup, donc, à ce moment-là, Lorkhan qui se bat tout seul, il y a un Valg, du coup, forcément, hein, on savait clairement ce qui allait lui arriver, qui lui assène donc un coup dans le dos. Puis, alors que Lorkhan essaie de riposter, il se prend un coup dans les intestins. Il tombe au sol et quelques secondes après, il devient inconscient. Ouais. Moi, j'avais marqué que j'avais beaucoup aimé avoir beaucoup de points de vue dans ce chapitre-là, parce que du coup, ça rendait la guerre, je sais pas comment dire, mais hyper... tu ressentais qu'il y avait... Ça agissait de partout. Tu sais, tu avais des gens qui essayaient d'assiéger la tour, il y en avait qui essayaient de casser le barrage là-bas. Après, tu avais Lorkhan qui se battait avec plein de soldats, il était tout seul autour de lui. Enfin, tu voyais vraiment tu ressentais plus de stress que si tu aurais eu un seul point de vue. Tu vois, je suis d'accord. Ça t'a monté la tension. Ouais, parce que du coup, t'avais là, et t'es là, attends, pourquoi ça coupe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est ça. Tu dis, tous les personnages, ils sont dans la merde. Ouais. Bon, là, clairement. C'est ça, parce que tu peux avoir un espoir si t'as qu'un seul point de vue, de se dire, bon, peut-être que ça se passe bien avec X et Y, tu vois. Ouais, là, tu dis, en fait, il n'y a personne où ça se passe bien du tout, quoi, tu vois. Tu as quelque chose d'autre à dire ou j'enchaîne sur le chapitre de la mort de Lorkhan ? Donc, le chapitre suivant, la bataille est finie, ils ont gagné. Les gentils, bien sûr. Mais la victoire est de courte durée lorsqu'ils apprennent par Nesrine et Sartaq que le barrage va rompre. Le donjon ne peut pas contenir tout le monde. Ils essaient donc d'évacuer l'armée de terre et les guérisseuses sur la montagne la plus proche grâce aux rucs. Ceux qui ne peuvent pas être évacués doivent courir le plus loin possible pour espérer survivre. Ouais, ça, c'était fou. Ouais, c'était je me suis tellement imaginé la scène de... la panique à bord totale. Et en plus, c'était trop triste que tu sais que tu peux pas sauver tout le monde et que y a une partie, c'est un peu chacun pour sa peau, tu vois. Ouais. Il disait vraiment, ceux qu'on pourra pas... on n'aura pas le temps de récupérer en rue que juste courez, quoi. Vraiment, courez le plus vite possible. C'était affreux, quoi. C'est courir pour votre vie. Ça, tu dis, c'est une victoire et au final, pas tant que ça, vu que finalement, ils vont peut-être gagner à retardement. Ouais. Donc, juste horrible. Elide arrive, envoyée par Irène pour prendre des nouvelles de Cole. Mais elle s'aperçoit très vite qu'il manque Lorkhan. Personne ne s'était rendu compte qu'il manquait Lorkhan. Après, je pense que quand t'es dans une guerre, tu t'amuses pas à checker où est qui. Non, mais là, c'était genre à la fin, ils parlaient tous ensemble. Vraiment, il y avait Aileen, Gabriel, Cole, Rowett. Tu sais, ils discutaient. Non, après, il y avait le ils truc étaient dans le danger quand même. Mais... En danger, oui, mais c'est surtout faire rentrer tout le monde. Je pense que comme tu essayes de gérer un peu tout le monde, faire rentrer les gens, gérer la catastrophe, le plan de bataille, tu fais pas attention à qui est là, qui est pas là. Ouais, c'est vrai, peut-être. Non, parce que moi, au départ, j'étais vraiment choquée. J'étais là, ah ouais?
les gars, il me manque Lorcan. Et je voyais que personne ne disait rien. Je dis, ça va quand même, Rowan et Gabriel sont censés s'en rendre compte. C'est quand même. Bah après, leur moi, frère de sang, quoi. je me suis dit comme toi, je me suis dit, ouais, ils abusent un peu de ne pas l'avoir remarqué, mais en même temps, Lorcan est fait pour disparaître. Oui, peut-être qu'il disait qu'il gérait son truc de son côté, Ouais, qu'ils ne c'est sont ça. pas forcément inquiétés. Bon, voilà, heureusement qu'il y a quand même Elide. Elle leur demande où il est et personne ne sait répondre. Personne n'avait remarqué qu'il n'était même pas là. Rowan demande à Fenris d'utiliser son pouvoir pour le trouver, mais Fenris répond qu'il ne peut pas. Rappelle, pareil que Aileen, on ne l'a pas vu utiliser son pouvoir depuis qu'ils ont été retrouvés. Elide demande alors à Gabriel qui l'a vu pour la dernière fois et part à sa recherche au dos de Faracha. Ouais. Ah là là, Ouais. c'était magique ça. Et attends, j'avais mis une note là. Ah oui, parce que en gros, j'avais mis est-ce que Elide et Lorcan sont mates? Parce qu'elle n'arrêtait pas de dire que s'il serait mort, elle le ressentirait dans son âme. Du coup, je sais pas si c'était une manière de parler ou si c'était vraiment parce qu'elle a certains ressentis. Mais en même temps, ça peut pas vraiment être possible qu'ils soient mates, vu que. Enfin, elle est humaine. Bah, moi, je pense qu'ils sont mates. Ouais, parce qu'à la fin, c'est un peu debunk tout ça. Mais du coup, bon, je pense qu'on en parlera mieux dans l'épisode. Mais du coup, moi, j'avais soulevé cette question. Bon, bizarre, tu vois. Ah, moi, ça a parce été une évidence. C'était une évidence. Ouais. Mais elle est humaine. Et C'est comme dire. on a déjà eu l'exemple que les humains et les failles pouvaient être mates. Oui, mais par exemple, tu parles de Rissande et Ferra. Parce qu'elle, elle ressentait rien. Hein. Oui, mais s'il y en a un des deux qui ressent. Après, je pense que si elle a dû ressentir. Enfin, à un moment donné, peut-être qu'elle a dû ressentir. Ah ouais, je sais pas. Moi, je pense que ça devrait juste être mieux expliqué ces liens-là. Parce que, par exemple, quand on a lu à Cotard, ils nous ont jamais dit. Enfin, même, il me semble que ça a été dit que ouais, les humains ne peuvent pas trop être mates, ou du moins, ils ressentent pas trop. Quelque chose, et c'est, tu vois, quand par exemple quand Ferrel avait été, on suppose que vous avez lu à Cotard, hein. Quand... Spoil à Cotard. C'est l'ordre de lecture, normalement c'est à Cotard en premier, Throne of Glass en deuxième, hein. Mieux. Ouais, donc quand Ferrel, elle avait été transformée en fée, c'est qu'à ce moment-là qu'elle savait qu'elle était maître, alors que là, Elide, elle est... Enfin, elle ressent déjà beaucoup de choses, enfin, je sais pas, du coup, moi je me dis, bon, pourquoi pas... Après, on sait pas si Elide, elle a pas... Oui. Après, Elide, elle a du sang de sorcière, et les sorcières, tu sais que c'est tiré des... C'est un mélange de démons et de failles. Ouais, donc est-ce que ça joue plus du coup sur elle? Je pense. Après, de toute façon, tout ce qui est lien dans TOG, je trouve que ça a été pas bricolé, mais Dorian, oui, non, pas Dorian, Cole et Irène, qui s'avèrent être mates, parce que tu as l'impression qu'ils avaient un lien dès le début et tout a été hyper rapide. Alors que c'est deux humains. Je suis d'accord que moi aussi, je trouvais ça trop bizarre. En fait, j'ai l'impression que dans TOG, elle a testé les trucs. Ouais, elle a testé différentes choses. Et après, elle a affiné avec Akotard. Mais, bon, ça, tu vois. Ouais, on va dire que ça rentre oui, dans ok, le ça truc, passe. Ça passe. Après, on peut dire peut-être explication, c'est parce que c'est pas dans le même monde du coup que Akotard, techniquement. Donc peut-être que du coup, c'est pas exactement pareil en termes de. Tu vois, tout ce qui se passe. Le multiverse. Voilà, le multiverse de Sarah. Donc après, le chapitre suivant. 60. Elide cherche Lorcan frénétiququement à travers le champ de bataille. Elle le trouve près du lac, enfoui sous des corvalgues. Elle m'a vendu du rêve. Elle était trop forte. Ah ouais. Cette volonté, quoi. Laborieusement, elle arrive à le faire se lever et monter sur Faracha. Il galope alors jusqu'au donjon en espérant que les portes restent ouvertes. Parce que du coup, à ce moment-là, c'était un peu le dernier moment. Elle y va, elle n'a pas trop le temps. Et tout le monde était peut-être qu'Elide va mourir, quoi. Moi, j'ai lâché ma larme parce qu'en fait, j'ai trouvé la scène tellement poignante de Lorcan qui lui dit c'est bon, abandonne-moi, je suis trop lourd, tu n'y arriveras jamais. Et elle est là, non, je ne te lâcherai pas. Genre, j'ai tellement imaginé le truc de elle, toute petite. Oui, en plus, pour moi, elle fait ta taille. Mais il me semble qu'on avait regardé, je crois qu'elle fait vraiment ma taille, je crois. Parce qu'elle fait ta taille, et Lorcan, on avait vu qu'il faisait 2 mètres et quelques. Plus de 2 mètres, ouais. Et du coup, je la vois, mais genre toute petite devant, avec un bras qui essaie de tenir Lorcan. Impossible, quoi. Et en fait, je me suis imaginé la scène, je me suis dit, il faut quand même une sacrée volonté pour rester sur le cheval pendant que tu as un poids mort de plus de 100 kilos de muscles en plus, grave. qui commence à pencher comme ça, en mode... Ah, c'est laissé tomber. Allez, bye bye, Elide. J'étais genre, waouh, ok. Mais surtout qu'elle a fait tout ce chemin. Lorcan ne pouvait pas rester au sol. T'as pas galopé et risqué ta vie de te faire tuer en plus par le barrage qui va s'écrouler.
pour sauver genre l'homme que tu aimes, ça pour qu'ils te disent non mais vas-y repars. Non. Bah non. Attends, je me suis pas fait En tout fait, ça. non, on va trouver une solution. Tu vas monter sur le cheval et on va repartir. Enfin, tu vois, au moins essayer quoi. Ce serait juste horrible. Ah ouais. Mais ouais, elle était trop stylée, Elite, à ce moment-là. Et Faracha aussi était trop stylée. J'ai bien aimé parce que du coup, on a bien mis en avant Qu'elle le comprenait. cheval, tu vois, qu'elle comprenait qu'il y avait un danger et elle courait vraiment. Elle disait que, enfin, je sais pas, c'était T'avais l'impression qu'il y a un lien exceptionnel. de ce qui connexion se passait. avec Ouais. Elide aussi. Mais ça, elles s'étaient comprises toutes les deux. Elles savaient ce qu'il fallait faire, etc. Enfin, moi, je trouvais ça trop cool du coup de mettre un petit peu en avant un animal, quoi. Et j'avais fait une note, j'avais oublié que Hélas et Annette étaient mariés parce que du coup, Hélas, dieu de la mort, qui est sur l'épaule de Lorcan. Annette, je sais plus à quoi elle sert, mais bref, déesse de quelque chose sur l'épaule de Elide. Non, c'était pas les vérités. Je sais plus. Je sais plus du tout son rôle. Après, il n'était pas trop expliqué, hein, les rôles des dieux. Il y en a qui étaient un peu passés au-dessus. Il me semble qu'Annette, elle était un peu passée... c'était vague, tu vois. Parce qu'il y en a un de la vérité, mais c'est pas Elide qui l'a. C'était qui avait le dieu de la vérité? Ah, peut-être que... Bon, c'est pas grave. Je sais pas. Mais du coup, voilà, j'avais trouvé ça trop intéressant parce que là, ils le disent dans le chapitre. Et du coup, bah, tu vois que ce qu'ils ont, Elide et Lorcan, c'est plus profond parce que ça vient aussi en fait, de l'influence aussi des personnes qui veillent sur elle, on va dire. Tu vois, il y a ce lien qui est reflété. Mais c'est pour ça que je te dis que les liens ils sont entre humains et faillis, c'est hyper bizarre parce que Lorcan aussi, c'est un demi-failli. Ah, tiens, j'avais oublié. Et donc, du coup, c'est pour ça. Est-ce que, comme ils ont chacun les dieux qui sont mariés ensemble, bah, c'est pas les dieux qui les influencent, mais en même temps, je vais pas spoiler pour la suite, mais quand ils pouffent, ils ont quand même gardé leur lien. Ouais. Ouais. Tu vois, c'est pour ça tous les liens un petit peu plus sont bizarres, complexes un peu et mal expliqués aussi. Ouais. Voilà. Donc chapitre 61, écoute, vas-y. Sur le 61... Je me souviens plus du tout là en plus moi. Sérieux? Là sans lire les notes, je sais pas de quoi. Parce que j'ai vite fait lu Okay. mes notes. Sur le 61, je me suis posé la question de pourquoi Eline ne faisait pas ça. Genre pour moi, elle était obligée de le faire, c'était ce qui me paraissait le plus logique. Et quand j'ai vu qu'elle le faisait, j'étais genre ah bah voilà. J'ai anticipé l'action en fait. Ouais, la big action, c'est ça qu'on parle? Ouais. Ok, trop bien. Je me suis dit mais attends, c'est le plus logique. Pourquoi elle fait pas ça? Bah ouais. Let's go. Et après quand j'ai vu qu'elle le faisait, j'étais genre merci. Ouais, bah, j'avais mis un petit cœur violet. Ah bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors, donc, Elide et Lorcan foncent vers le donjon. Le barrage cède, ils n'ont que quelques minutes pour rejoindre la porte du donjon qui est encore très loin. Lorcan fait ses adieux à Elide. Il lui dit qu'il aime et compte se laisser tomber de Faracha pour qu'elle puisse galoper plus vite et espérer que Elide ait une chance de s'en sortir. Elide refuse et s'agrippe à lui. Ils survivront ensemble ou mourront ensemble. On a fait un mix des deux. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié que c'était pas dans le passage. C'est dans celui-là. À ce moment-là, Rowan observe la scène. C'est la seule chose qu'il puisse faire, les regarder avant qu'ils meurent, afin de pouvoir raconter leur histoire par la suite. Eileen, sur le dos de Arcas, se pose sur le champ de bataille. Et là, elle utilise ses pouvoirs. Le sol craque sous elle. Elle fait apparaître un géant mur de feu pour contrer cette immense vague d'eau. Ce mur de feu, c'est 3 mois où Eileen a plongé dans ses pouvoirs. 3 mois de pouvoir fait pour être le coup final contre Maeve normalement. Les deux vagues donc s'entrechoquent. Rowan érige un mur de vent pour protéger les personnes de l'eau bouillante qui tombe suite à cette collision. Ouais. Peu à peu, la vague d'eau s'amoindrit jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une petite rivière allant au lac. Eileen brille comme si elle était faite en feu. Ses cheveux flottent par une brise magique et petit à petit, elle redevient peau et os comme si elle était forgée à nouveau. Elle s'effondre alors et devient inconsciente. Un homme la récupère au dos d'un roc. Ouais, chapitre trop stylé. C'était cool et en même temps, j'étais un peu triste du coup. Moi, j'ai pleuré sur ce chapitre-là aussi. Bah, elle lâche du coup, c'était une vengeance, tu vois, tout ce qu'elle a lâché comme pouvoir. Et de toute façon, bon, là, elle n'avait pas vraiment le choix parce que sinon, bah, il y en avait la plupart qui mouraient. Ils mouraient tous, ouais. Mais c'est vrai que du coup, je pense qu'elle devait être genre contente et en même temps déçue parce qu'elle se dit, bah, contre Maeve, du coup, j'ai plus cet atout que j'avais, voilà, d'avoir vraiment amassé tout ce pouvoir. Et au final, connaissant la suite, heureusement qu'elle l'a lâché là. Parce que sinon, ça aurait été gâché. Ça aurait été gâché. Donc le destin a bien fait les choses. Exactement. mais ouais, je trouvais ça trop beau parce que du coup, elle faisait exprès depuis tout ce temps de
de faire attention de ne pas l'utiliser. Et puis même pour elle, c'est juste relâcher la pression comme ce qu'elle faisait de temps en temps. Mais même pour elle, tu vois, c'est dur de maintenir ça parce on sentait quand on lisait ces chapitres qu'elle n'était jamais à l'aise et que tu vois, ça la dérangeait de garder autant de pouvoir en elle et qu'elle luttait pour pas le faire sortir. Je vais maintenir parce que c'est pour une grande cause, quoi. Donc ouais, trop beau ce passage hyper émouvant. Le passage aussi hyper émouvant, moi, c'était quand Rohan s'est rendu compte de pourquoi elle n'avait pas utilisé son pouvoir jusqu'à maintenant. Et en fait, je crois que c'est ce passage-là qui m'a fait lâcher ma larme, où il s'est dit, mais en fait, c'est pas qu'elle avait peur de son pouvoir, c'est qu'elle le retenait pour le lâcher. Et là, elle a été contrainte, en quelque sorte, de relâcher sa vague de pouvoir. Mais d'ailleurs, la scène, c'est pareil. J'ai eu le barrage qui cède, les flots qui se déversent. C'est un peu comme dans les films. Genre, tu vois les grosses vagues. Éline et Lorcan qui courent. Pendant que Éline, elle se pose en mode... je suis une reine. Allez, je vais lâcher mon pouvoir maintenant. Regardez-moi, je vais tous vous sauver. Ouais. Trop forte. Donc le chapitre suivant, 62, là on passe sur les sorcières. Donc les Crochans, les 13 et Dorian changent de campement. Dorian compte partir à Morat le lendemain. Il se couche, mais quelques minutes plus tard, Manon entre dans sa tente. Elle sait qu'il compte partir et veut l'en dissuader. Elle lui propose une alliance entre les Crochans et Adarlan, un mariage. Mais Manon voit ça comme une cage, un sacrifice. Ils passent la nuit ensemble et au lendemain, Manon se réveille seule dans la tente. Dorian est parti. Ouais. Je sais pas si tu avais pris des notes. Si. Vas-y. J'avais noté que c'était trop beau parce que enfin Manon s'était dévoilée à Dorian, mais que la proposition de mariage c'était pas vraiment par amour, c'était plus par contrainte, que du coup elle l'avait dommage, quoi. Du coup c'était dommage et que par contre je trouve que Dorian a bien joué le fait de partir, même si c'est pas bien techniquement de se barrer dans la nuit sans donner de réponse mais que le fait qu'il sache que ça enferme Manon et qu'il soit parti, c'est je t'aime mais je te protège, donc non, on se mariera pas, du moins pas tout de suite, peut-être pas maintenant. Et voilà. Mais c'est vrai que du coup il a trop bien agi parce qu'il aurait pu être égoïste, tu sais, et se dire on a quelque chose, on s'aime, etc. Elle me propose ça, je pourrais dire oui, tu vois, et avoir ce que je veux, tu vois, on va dire. Et en plus, avoir une alliance assez puissante, en plus d'avoir la femme qu'il aime à ses côtés. Mais du coup, c'est trop bien parce qu'il la comprend vraiment, tu vois. Même quand elle lui a pas dit ça, tu vois, mais il arrive vraiment à comprendre comment elle voyait le mariage, comment elle voyait la chose. Et du coup, c'est trop cool qu'il se soit dit... elle sera pas heureuse, en fait, tout simplement, finalement, avec moi. En fait, ça va gâcher leur histoire s'ils font ça clairement. Au final, plutôt que ce soit quelque chose de trop cool. Le chapitre suivant, l'armée de Hédion. On en est à Hédion maintenant. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements de chapitres à la fin de la partie 1. Donc, l'armée de Hédion vit ses derniers instants, la dernière bataille. Les soldats de Morat marchent vers eux. Lysandra est sur le champ de bataille également. Ils envoient des flèches sur l'armée de Morat et ils leur répondent avec des flèches également et des têtes. Les têtes de l'armée de... Comment s'appelle l'amie de Eileen Brienne Ansel. Ansel. Ansel de Briarcliff. Ouais, Ansel de Briarcliff. Donc horrible. Les têtes du reste de l'armée de Ansel qui devait les retrouver à ce moment-là. Les soldats de Morat sont maintenant tout près d'eux Les soldats de Morat sont maintenant tout près d'eux quand, à la gauche de Hédion, du feu est aperçu. C'est l'armée de Rolf, les Mycéniens. Ils ont des lances de feu et l'armée de Morat fuit. Tout le monde monte sur les bateaux pour fuir ce champ de bataille. Ouais. Moi, j'avais trouvé ça dégueulasse, le truc des têtes. Je m'y attendais pas du tout. Je me souviens que j'avais trouvé ça dégueulasse aussi. Et à la fois, j'étais triste pour Ansel. Par contre, je sais pas si tu te souviens, on avait plus ou moins débriefé sur une soirée. Je t'avais dit que moi, que les passages comme ça, entrecoupés, ça m'avait saoulée. Et là, c'était le seul passage où j'étais genre, ouais, enfin un truc qui bouge. Ouais, parce que là, il y avait vraiment une avancée. Oui, alors qu'à chaque fois, c'était, tu vois ce qui se passe sur le champ de bataille, sauf que tu vois pas trop l'intérêt, mis à part le fait que Hédion et Lysandra se mangent tout le temps le nez et que ça avance pas leur histoire et que lui, il est pas gentil avec elle. En fait, je trouvais que les points de vue de champ de bataille... Ça t'a saoulé. Ouais.
Ah, mais vraiment, ils m'ont saoulée. Et là, quand Rolf il est arrivé, j'ai fait ouais, trop bien. Enfin, un truc qui avance, où on peut voir un peu un mouvement. Parce que là, du coup, t'es bon. Ils vont tous se faire massacrer, c'est génial. C'est vrai que moi, contrairement à toi, j'ai énormément aimé tous ces passages-là et tous les changements de point de vue, etc. Parce que du coup, je trouve que c'était très dynamique. Et c'est vrai que tous ceux avec les champs de bataille, ça m'a pas du tout dérangé parce qu'au contraire, je trouve que ça faisait vraiment monter la tension. Et en fait, à la fin, t'as vraiment peur, tu vois, quand t'arrives à ce chapitre-là. Moi, je pensais que Sarah J. Maas, elle allait tous les décimer, qu'on allait perdre Edion, Lysandra, enfin, que tout le monde allait, c'est pas possible. Allait mourir. Bah, why not, non? Non, on pouvait pas le faire. Ah ouais, pourquoi? Parce qu'il fallait bien une bataille finale à... Bah, il reste assez de personnages, hein, c'est pas comme si... non, parce que là, du coup, t'avais quand même tous les cousins de Rohan. C'est vrai. Bon, T'avais au moins Edion, quelques t'avais personnages Lysandra. principaux, alors. T'avais celui qui est amoureux aussi de Lysandra, là, j'ai plus son prénom. Reine? Ouais, Reine. Ouais. Et t'avais encore d'autres personnages phares, genre t'avais Ansel, etc. En fait, elle pouvait Il y pas avait les aussi décimer, c'était pas possible, il y avait trop de monde important. Les assassins silencieux, là, même si on n'entend pas trop parler, ils étaient là, je crois. Oui. Ouais. Oui, mais attention, ils sont pas censés parler. Oui, c'est-à-dire, même tu sais, à la bataille de la fin, on dirait qu'ils sont plus là, quoi. Il n'y a aucun passage sur eux. Ouais, non, c'est vrai. J'ai à peine de tilter maintenant. En fait, là, c'est le dernier passage où, en gros, on sait qu'ils sont présents. Après, bon, on sait qu'ils sont là, c'est juste que c'est pas dit du tout. En même temps, s'il y en a aucun qui parle dans les assassins, compliqué de faire un passage sur eux. C'est vrai. Mais du coup, moi j'ai vraiment eu peur. Je pensais vraiment qu'il allait y avoir des morts. Au final, bon, trop cool parce que voilà, ils survivent tous. Effectivement, c'est plus simple quand même pour la bataille de la fin s'il y a tout le monde qui est réuni. Et aussi, petit big up à Sol et Ravi. Je sais plus qui ils sont, mais ils ont prévenu Rolf d'aller les aider. Oui. C'est pas la famille de Rohan un peu ça? Non, je sais plus. Je sais plus qui c'est eux. Mais je crois que c'est des humains. Yay! Non, je crois que c'est des humains, c'est d'autres seigneurs de Terracène. Ah. Mais tu sais, qui étaient partis en avant-poste, en quelque sorte, près de la mer, pour justement envoyer les alliés, s'il y avait des alliés qui venaient de la mer. Ok. Bah ouais, aussi, il y a eu des passages sur eux. Bah, franchement, à chaque fois, il y a eu quelques passages sur eux, mais j'arrivais jamais. Enfin, il y a tellement de personnages. Oui. Je trouve que c'est complexe de retenir tout le monde. Du coup, il y en a des fois, je faisais un petit peu l'impasse. C'est vrai que sur la fin, il y avait énormément de personnages. T'étais un peu perdu. Tu vois, quand c'était pas les personnages principaux, tous les personnages secondaires. Ouh, tu vois, ça faisait beaucoup, je trouvais. Du coup, sur les ravis, j'étais juste en mode bon, c'est cool, trop cool. Ils nous ont aidés. Je sais pas qui ils sont, mais je sais juste qu'ils sont avec nous, aux côtés de Terracène. Et puis voilà. Et aussi, big up les Mycéniens. Ils ont enfin pointé leur bout de leur nez, ça fait plaisir. Le chapitre 64, Lorkhan se réveille après un jour. Fenris est à ses côtés. Il informe que Elide est dans le hall en train d'aider les guérisseuses. Il se rendort et quelques heures plus tard, Elide est à ses côtés. Il lui prend la main et elle se réveille, parce qu'elle était assoupie du coup, ce qu'elle attendait depuis longtemps. Elle lui avoue qu'elle l'aime en retour par rapport à ses aveux lorsqu'ils étaient sur Faracha. Ils partagent un moment ensemble et elle repart dans le grand hall pour aider. Moi, j'ai pas mis de notes parce que c'était juste un peu cute. Ouais, moi j'ai mis trop beau là d'éclat entre Lorkhan et Elide. C'est ça. C'était chouette que, enfin, après tout ce qui s'était passé, c'est ça, c'était vraiment. Ça faisait de la peine pour Lorkhan. Ouais. Surtout que je pense qu'on peut en parler maintenant, mais du coup, c'est vrai que au départ, on pensait que Lorkhan, il voulait rejoindre Maeve à la fin de l'Empire des Tempêtes, sauf qu'en fait, il a expliqué que en fait, il rampait sur le sol pour Ailyn et pas pour Maeve. Et du coup, c'est vrai que moi, j'y avais pas pensé à ce moment-là. Et quand il a expliqué, j'étais c'est logique, en fait, je sais pas pourquoi on n'y a pas pensé. Parce qu'il rampait sur le sol vers Maeve. Oui, sauf qu'à côté de Maeve, je crois qu'il y avait Ailyn, en fait, vu qu'il y avait Cairn, je sais plus. En fait, ils étaient tous les trois ensemble en train de partir, tu vois. Oui, mais il l'appelait pas Maeve. Je sais plus. Parce que je crois que c'était ça qui nous avait fait penser que... Mais il me semble qu'il rampe et... ou peut-être qu'il l'appelle Maeve, mais en mode pour lui dire, je sais pas, relâche Ailyn, j'en sais rien. Parce que de mémoire, c'était il rampe au sol, il fait Maeve. Je sais plus... Et il n'y a pas de Elide, ou il n'y a pas de relâche Elide. Enfin, en fait, il rampe au sol et il appelle Maeve. Ouais, c'était bizarre. Mais bon, après, il a expliqué... Je l'ai cru. J'espère qu'il n'a pas dit de mensonge pour Elide. Non, je pense qu'il n'a pas dit de mensonge. Mais du coup, après, j'étais un peu triste que même si elle savait ça, Elide, qu'elle était quand même dégoûtée de lui, tu vois. Et je comprends. Du coup, pourquoi ? Parce que c'était pas sûr. Ça se trouve, tu penses qu'elle le croyait pas trop et elle avait besoin de réfléchir. De digérer, il fallait qu'il lui prouve. Ouais.
C'est pour ça que je te dis, c'est le passage où il se jette dans la bataille corps et âme. C'est pour se c'était lui revaloriser. prouver. Mais oui, bien sûr que oui. Il a bien fait, du coup ça marchait. S'il l'avait pas fait, ce serait resté au même stade. C'est vrai que ça aurait pris beaucoup plus de temps. Et ouais. Donc, chapitre suivant, chapitre 65. On retourne chez les sorcières. Une Crochant arrive au camp en alertant que Terracène appelle à l'aide. Manon doit choisir entre aller à Morat pour retrouver Dorian ou aller à Terracène pour aider Aileen. Elle choisit Terracène et demande aux Crochants et aux 13 d'aller en guerre à ses côtés. Les 13 acceptent, puis les Crochants, en se faisant passer la flamme éternelle de clan en clan jusqu'à ce que les 7 réunis acceptent. Une Crochant prend la flamme ensuite et part dans les airs pour rallier tous les autres clans et les sorcières qui vivent dans des villages isolés et que l'armée soit complète et pleine pour Manon et pour le futur, on va dire. Ouais. J'ai trouvé ça tellement stylé, ce passage de la flamme. Ouais. Et moi, C'était beau. Il y a une phrase que j'ai trouvée trop drôle, c'était... C'est quoi? Les maris étaient choqués. Oui, quand... Attends, t'es une Crochant? Oui, c'était trop drôle quand ils allaient au village et il y en avait qui... Tu reviendras pas ce soir, du coup? Bah attends, t'es une sorcière. Pourquoi tu t'envoles sur un balai? Ouais, c'est ça. J'ai adoré cette phrase, j'étais genre... Oui, parce qu'en fait, tu vois qu'il y en a plein qui vivaient Comme des en humains. paix, quoi, et normalement, parce que du coup, les Crochants, ce qui est sympa, c'est que ouais, c'est vraiment un peuple très pacifiste, comparé du coup à... Dents de fer. C'est ça, toutes les dents de fer, genre jaune, machin, qui sont vraiment très sanguinaires. Ouais. Du coup, en fait, elle, tu dis, juste, elle faisait leur petite vie, elle faisait de mal à personne. Trop mignon, quoi. Chapitre 66. Aileen et Rowan se réveillent après 3 jours dans le sommeil magique, parce que du coup, ils ont tellement été drainés par leur magie qu'il leur fallait du repos. Rowan demande à Aileen si elle a d'autres secrets, et elle avoue qu'elle a envoyé une lettre à l'oncle de Rowan, ainsi que Essar, un cousin, entre points d'interrogation, j'ai dit, parce que je ne savais plus qui c'était Essar. Mais je pense que c'est quelqu'un de la famille de Rowan. Je sais plus. Vu qu'elle a envoyé une lettre à son oncle, je suppose que c'est quelqu'un de la famille de Rowan, le deuxième aussi, tu vois. Et bref, elle leur a demandé... Essar, ça fait mec, non? Je sais pas, sa cousine. Ah. C'est pas la cousine qui devait reprendre la place de Maeve? Je crois que c'est ça, c'est quelqu'un qui doit prendre Doranel, quoi. Non, attends. C'est celle qui a aidé Elide quand Elide elle est rentrée dans Doranel. Et tu sais, elle a accosté des failles dans un bar. Oui. Mais c'était pas une d'elles? Je sais plus. Là, pareil, c'est un personnage que j'ai pas compris qui c'était. Enfin, je crois que c'était ça. Hein. On nous l'a expliqué, mais c'est compliqué de retenir. je crois que c'était ça. Donc voilà, elle envoie la lettre à l'oncle et à Essar. En fait, elle leur demande de se rebeller contre Maeve. Elle tente le tout pour le tout en révélant la vraie identité en fait, de Maeve pour voir ce qu'ils vont faire. Elle avoue également qu'elle souhaite en finir et qu'elle veut que juste tout s'arrête et voilà, qu'on passe à autre chose. Ils assistent ensuite à un meeting pour savoir comment agir pour la suite des événements. L'armée des Kagan va les suivre au nord pour rejoindre Terracène. Ils vont couper par les montagnes. Cole a demandé aux hommes sauvages qui vivent dans les montagnes s'ils connaissent des passages plus rapides. Il y en a, et le prix à payer est un bout de terre de Aniel. Le père de Cole refuse, mais Aileen souligne que comme Cole est la main du roi, il est plus haut gradé que son père et peut prendre des décisions dans l'intérêt de Dorian et d'Adarlan. Aileen demande ensuite à aller voir Irène pour la voir soigner les humains infestés de valgues. On apprend que certains ont accepté volontairement la bague pour avoir un valgue en eux. Une fois sauvés, l'armée Kagan les interroge et certains rejoignent la cause une fois que du coup, ils sont libérés de cette influence. Moi, j'étais triste de savoir qu'il y avait des humains qui étaient juste purement méchants. Ouais, c'est ça. Qui étaient volontaires de... Comme là. Comme mais c'est vrai parce que là, tu te fais carrément posséder par... T'es même plus de toi-même. Enfin, déjà que t'es une horrible personne, tu deviens encore plus horrible et en plus, t'es même plus toi-même. Je suis sûre que là, tu prends des gens dans notre monde, dans le monde réel, tu leur dis, tu peux te faire posséder par un démon, t'auras des pouvoirs et tu pourras faire ce que tu veux. Ouais, c'est vrai. Ma main a coupé qu'il y a des gens qui te disent oui. Il y a des gens qui sont trop bêtes. Et par contre, moi, le père de Cole m'a dégoûtée. J'avais qu'une envie, c'était qu'il aille sur le front et qu'il se fasse tuer. Chiant. Mais vraiment. Il dit... On dirait que, tu sais, il voit pas l'ampleur du danger. Enfin, il y a quand même une guerre et si vous la perdez... il y a tout qui va être détruit et
et tu vas être soit possédé, soit mort. Et lui, il voit pas. Enfin, tu vois, puis il voit pas le danger. Les terres qu'il veut pas lâcher, de Oui. toute façon, elles seront prises. Oui, c'est ça. Enfin, là, t'as pas le choix. Et puis en plus, c'est trop bien de enfin pouvoir collaborer sur quelque chose. C'est une haine qu'ils avaient depuis des années et d'essayer de se rabibocher, on va dire, avec ce peuple qu'ils étaient ennemis depuis si longtemps. Et lui, il voulait pas lâcher le truc. Non, on fera jamais ça. Non, mais... de par notre histoire, demain, il faut évoluer en fait. Moi, il m'a saoulé, son père à Cole. Ouais, vraiment. C'était juste un mauvais personnage jusqu'au bout. Mais d'abord, j'avais mis le père de Cole est horrible. Ah oui, il n'a même pas remercié Aileen et il est même pas reconnaissant de ce qu'elle a fait pour sa ville, parce que du coup, elle aurait pu ne pas venir pour les aider en plus. Personne n'aurait pu venir pour les aider. Oui, c'est ça, ils étaient juste tout seuls, ils allaient mourir sans Aileen et la clique. Et il a même dit que la vague a quand même détruit la moitié de la ville, malgré que Aileen a agi. C'est horrible, tu vois, même pas il dit merci parce qu'elle a quand même sauvé beaucoup de monde. Et juste, ouais, mais tu vois, là, ça a quand même été détruit. Quoi. Bah ouais, mais si elle n'aurait pas été là, il y aurait tout qui aurait été détruit. Non, mais c'est pour ça, moi, j'ai mis, il méritait d'être sur le front. Voilà, c'est vrai. Comme ça, c'est bon, on n'en parle plus. Sarah J. Maas, elle aurait pu le tuer, elle aurait juste tous été contents, je sais pas pourquoi. Elle l'a pas fait, elle voulait pas qu'on soit content. Je te jure. Et donc, chapitre 67, c'est notre dernier chapitre débrief. Ouais. Aileen demande si Irène ne pourrait pas sauver Erawan et Maeve de la même manière qu'elle sauve les soldats Valg. Rowan souligne une question importante. Si les corps qu'ils ont sont le leur ou des corps volés. Oui, parce qu'il pensait que Irène, si c'était des corps volés, je crois, et que c'était pas le corps originel du Valg, qu'ils s'étaient pas changés eux-mêmes, que peut-être que ça marcherait pas. Attends, je compris. T'as vu, genre, Aileen, elle demande à Irène, est-ce que tu penses que sur Erawan et même ça pourrait marcher de les soigner de leur infestation? Et Rowan, il disait, tout dépend de si c'est leur corps ou si c'est pas le leur en fait, parce que du coup ça change un peu la manière d'interagir de cette manière. Sachant que Erawan de base avait le corps de Pennington, et en plus a transformé le corps de Pennington. Ouais. Donc en fait je sais même pas si c'est possible. Parce que ça veut dire que s'ils le guérissent, le corps doit faire une transformation inverse et redevenir Pennington. Moi ce que j'avais compris c'est qu'il était dans le corps de Pennington, il a lâché le corps de Pennington pour une raison, je ne sais plus, et d'un seul coup, il est arrivé en mode Erawan de beau gosse. Moi, j'ai pas du tout compris ça. Moi, j'ai compris qu'il a transformé le corps de Pennington. Pour moi, c'était soit son corps, soit un autre corps. Tac. Il se demande ensuite s'il pourrait mettre en danger Irène de cette manière, parce que elle a un bébé, etc. Est-ce qu'on va lui demander de faire ça pour la cause? Rowan, Aileen et Bort cherchent ensuite des réponses dans les livres de Weirdmark, mais ils ne trouvent rien. Les livres de la bibliothèque qui avaient été donnés par la grande guérisseuse. Et c'est là où... tu te souviens quand on avait débriefé, je t'avais dit que c'est au moment où ils regardent les livres qu'il y a un symbole pour faire un portail. Et ils passent dessus rapidement. Et à aucun moment, ils ont pité qu'il y avait un symbole pour faire un portail. Et que c'est après, dans la deuxième partie, où il y a un symbole pour faire un portail. Qu'ils se souviennent. Non, mais les gars... Je sais pas si c'est parce qu'ils étaient fatigués, tu vois, je me dis peut-être dans... Et puis ils cherchaient vite, tu vois, une solution très rapidement, que du coup, ils ont pas bien analysé comme il fallait les infos. Ouais. Mais c'est vrai que moi, je me dis, c'est bizarre que là, on nous dise, ils cherchent dans le livre et ils trouvent rien. Je me souviens plus si j'avais... Il me semble que j'avais pas trop... Enfin, j'étais passée un peu aussi au-dessus de cette information-là des portails. Moi, j'ai bloqué sur ça. Mais je m'étais dit, Aileen, c'est sûr qu'elle va y revenir au livre et qu'elle va se rendre compte qu'il y a une information importante, tu vois. Du coup, tu l'avais trouvé. Moi, je crois que j'étais juste fatiguée. Enfin, je crois que j'avais pas... mais moi, ça m'a choqué le fait que ça passe à la trappe, sachant... un symbole de portail. Ouais, c'est ça. Sachant qu'ils savaient que Maeve pouvait ouvrir des portails pour se déplacer. En fait... toute la situation, quand ils sont passés sur ça, j'étais genre... Ça m'a énervée. J'étais hyper énervée. J'étais genre... Mais ils sont bêtes ou ils sont bêtes? Relisez le livre. Surtout qu'ils sont plusieurs à lire les livres. Et du coup, ils étaient 3 personnes, 3 cerveaux. Et du coup, t'es là, pourquoi vous ne captez pas? Ok. À un moment donné, il va falloir s'en rendre compte, les gars. C'était pour le suspense. Super, en plus, super le suspense. Hein. Vraiment. Du coup, t'avais 0 suspense. Ouais. Juste déçu. Oui. Plutôt que de marcher 2 semaines
ouvre un portail, je sais pas. C'est vrai, ça. Ça aurait évité qu'il fasse un long trek. Mais oui. Je sais pas. Le père de Cole essaie de marchander avec Cole, de le dissuader de donner un bout de terre à leurs anciens ennemis, parce que visiblement, ce n'est pas encore terminé, cette Lui, il histoire. m'a saoulé. Hein. Oui, il était trop chiant, vraiment. Arrête de parler, quoi. Il lui montre, ensuite, pour s'enfoncer encore plus, il lui montre un coffre rempli de lettres de sa maman. Et des lettres qu'elle a envoyées depuis que Cole était parti. Et en fait, lui, il les avait jamais transmis, quoi. Laissant croire à sa mère que Cole n'avait jamais répondu durant des années. Cole refuse, bien sûr. J'ai mis entre parenthèses, le deal est nul. Vraiment, je sais pas à quoi penser son père, vraiment. Je te jure, tu prends pas les terres Regarde ce et que je te donne les lettres. Bah, en fait, le mal a déjà été fait, donc ça n'a pas changé Ouais. quoi. Ah, j'avoue que là, il a mal joué. Et t'es là, mais il est bête ou il est bête? Ah, franchement, je me disais, mais là, c'est le personnage le plus débile du livre. Ouais. Genre, c'est fou J'ai eu la même réaction. de dire, ah, je sais ce que je peux dire qui peut lui faire changer d'avis. Regarde toutes les lettres que j'ai jamais envoyées. Et ta mère, du coup, elle croit que t'as jamais répondu. Bah, c'est nul, là. Ah ouais, juste tu fais t'enfoncer. Ouais, tu peux t'enfoncer Juste, tu t'enfonces. et Cole... Cole a envie de te frapper, c'est juste ce que tu déclenches. Ouais, tout. en fait, limite, ça confirme à Cole qu'il faut absolument qu'il aille à l'encontre de son père. Ouais, c'est clair. Trop bête, vraiment, j'étais choquée, ce passage-là. Cole donc donne le bout de terre aux hommes sauvages. Bon, je les appelais les hommes sauvages, je suppose les que c'était Cro-Blancs. ça. Merci, les Cro-Blancs. Homme des Cro-Blancs. Je sais plus comment... Mais je crois que dans le livre, c'était un truc genre les Savage Men, un truc comme ça. Où Ah ouais? Ça me dit rien, les Cro-Blancs. Si j'ai traduit hommes sauvages, c'est que c'était pas Cro-Blanc, je pense. Ah bah, c'est traduit Cro-Blanc. Cool, c'est plus stylé que les hommes sauvages. Ouais. Les Cro-Blancs. Surtout les hommes sauvages, tu vois vraiment homme de Cro-Magnon. Ouais. Moi, j'ai homme de Cro-Magnon, en fait. Non, mais tu sais, quand je faisais mes résumés, je dis comment je vais les appeler. Celui-là, bon, faudra que je demande à Cynthia. Les hommes sauvages. En plus, tout à l'heure, t'as dit homme sauvage, je me suis dit, c'est Cro-Blanc, ça. Comme t'as pas rebondi, peut-être que c'est ça. Ouais, en fait, c'est parce que tu l'as dit et je suis passée à autre chose après. C'est tout simplement On ça. a des bunks. Donc, les Cro-Blancs, c'est l'ancien peuple de Cain. Oui. Celui du tout début que Cole a tué. Donc, Ouais. voilà, des personnes quand même un peu flippantes. Ouais. Aileen et toute son armée marchent enfin vers Terracène en brûlant. Elle brûle là comme ça sur son cheval et elle utilise donc son pouvoir pour briller et susciter de l'espoir, c'est ça, aura. une petite lueur pour dire suivez-moi, I'm the queen quoi. I'm the queen de Terracène. Mais ouais. T'avais mis des notes ou pas? Moi j'ai quelques notes, faut que je les relise. Moi, j'ai mis le père de Cole est une horreur. Ouais. Marchander les lettres de sa mère. Trop bête. Et c'est Pire décision. Après, j'ai mis ils sont en route pour la faille. Ok. Je crois que moi, mes notes, c'est plus des marqueurs de temps pour savoir où est-ce qu'ils C'est sont. un mini résumé. Moi, je te disais, passe outre ce qu'on sait. Fais comme si on ne savait pas la suite. Ok. Par rapport du coup au fait que Irène, elle a possiblement la clé, elle peut tenter de Sauvé. sauver tout le monde sans mettre en danger, on va dire, Aileen. Du coup, si elle utilise ses pouvoirs sur Maeve et Rawan, ça donne de l'espoir à Aileen du fait qu'elle n'est pas obligée de forger le verrou. Est-ce que toi, tu lui demanderais? Bien sûr que si. Enfin, bah oui. Enfin... Je suis complètement d'accord avec toi. Parce que moi, du coup, je ne comprenais pas pourquoi Rowan, il était un peu... Enfin, je comprends. non, attends. Moi, je demanderais à Elite de soigner Rawan. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, en mode, est-ce que... Parce que tu vois, eux, ils disaient... Débattent trois plombs, mais... Ouais, il y avait tout un passage de... Mais est-ce que c'est moral de faire ça en sachant que Irène... elle vient d'arriver, elle est enceinte, donc elle a une vie en elle. Est-ce qu'on est prêt à mettre en danger peut-être elle, qu'elle meure, plus son bébé? C'est simple. Imaginons elle n'est pas enceinte. La question ne se serait même pas posée. C'est juste parce que là, il y avait une deuxième vie en jeu que ça les perturbait. Oui, mais là, c'est pareil, il y a deux vies en jeu. Il y a Dorian et Eileen, sachant que Eileen, elle a passé sa vie à se sacrifier. Donc, moi, la question ne s'est même pas posée. Quand il y a eu cette solution-là, j'étais genre, mais... Pourquoi il tergiverse Oui, elle risque de mourir. Et encore, on ne sait même pas si elle va mourir. Oui, parce qu'autant elle va être successful, quoi. Elle va réussir. Et du coup, Donc du coup, Eileen risque de mourir, Dorian risque de mourir ou perdre leur pouvoir. Juste parce que celle qui peut guérir, ils ne veulent pas la mettre au front.
Bébé, pas bébé. Hein, oui, non, clairement, parce que c'est la guerre. Enfin, moi, je suis complètement d'accord avec toi. C'est la guerre à un moment donné. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait cette hésitation, parce que juste, c'est la guerre. Si ça peut permettre à Eileen de pas, enfin, comment dire, de pas mourir pour la cause, en sachant que voilà, Irène, tu sais pas, Eileen, tu sais que c'est du suicide ce qu'elle va faire. Irène, tu sais pas, ça peut très bien être du suicide si ça marche pas, mais ça peut très bien être la clé de tout, tu vois. Donc ouais, je comprenais pas pourquoi ils étaient pas, chauds vraiment pour lui dire, est-ce qu'on teste, tu vois, et parce que après, on avait déjà eu le débat, et d'ailleurs, vous pouvez nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais quand j'ai appris que Irène était enceinte en temps de guerre, déjà j'ai trouvé ça énormément débile. Moi aussi j'ai trouvé ça nul. Et j'ai pas compris pourquoi elle ça apporte rien à l'histoire, enfin, tu vois. Genre, juste tu dis, c'est pas le moment en fait, ils ont déconné. C'est ça, et au final tu vois que ça complexifie toute la suite pour rien du tout. Parce qu'on sait comment ça va se terminer. Et en gros, vu que là, on sait comment ça va se terminer, moi, j'ai eu l'impression que tous ces débats-là, c'était des débats stériles. Ouais. Au final, sans spoiler la suite, ça a mis Dorian et Eileen dans une galère pas possible. Ouais, c'est ça. Alors que la fin, c'était ça. Oui, parce qu'en fait, elle est jamais revenue sur la question que du coup, Eileen lui a posée. Est-ce que tu pourrais faire ça sur Maeve et Rawan? Je crois qu'elle avait dit peut-être, mais tu sais, elle n'avait jamais dit attends, je vais essayer, tu vois. Elle n'a jamais dit de vraies réponses. Et ouais, du coup, ça a mis beaucoup plus de personnages dans la merde que ce qu'il ne fallait. C'est ça. Après, tu vois, c'est pareil. On sait que Irène et Cole, ils sont liés. Pourtant, Cole va sur le champ de bataille et il se bat alors qu'il n'est pas censé pouvoir utiliser ses jambes. C'est vrai. En fait, toute cette situation, le fait qu'elle soit enceinte, le fait qu'elle soit liée à Cole et que Cole, à tout moment, il peut mourir sur le champ de bataille. En fait, ça revient même. C'était complètement... Cette situation, j'ai trouvé débile. Ce couple-là, ce truc, j'ai trouvé ça bête comme pas possible parce qu'ils ne veulent pas risquer la vie de Eileen, mais par contre, Cole, il peut aller se battre sur le champ de bataille. Et là, ça pose de problème à personne. Il peut tout autant mourir que si Irène, elle l'essaye avec Maeve et Rawan, c'est la même chose. C'est ça. En qu'en plus, Cole, il a une difficulté. Parce que si en plus Irène, elle perd ses pouvoirs, forcément, il est plus mal en point, donc il a plus de difficultés à se battre. Donc en plus, c'est pas le meilleur des guerriers, on va dire, sur le champ de bataille. Quand il est amoindri, non. Ouais, parce qu'il est... il est sur son cheval, toute la fatigue, parce qu'il est drainé à cause et grâce à Irène, qu'elle sauve des gens. Mais oui, c'est ça. Mais ouais, moi, je suis d'accord, pareil, je comprenais pas. Je me disais, pourquoi personne ne... on passe dessus et c'est juste, est-ce qu'on mettrait en danger la vie de Irène et son bébé? Mais là, en fait, tu mets là en danger Eileen et Dorian. Pourquoi c'est à eux de se sacrifier? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pourrait essayer aussi de vouloir se sacrifier, tu vois? Mais plus que ça, c'est que Cole, il est sur le champ de bataille. Donc, il met la vie de Irène et son bébé déjà en danger tout le temps quand il est sur le champ de bataille. En fait, pour moi, ça a été une non-question, une non-interrogation. Ils en ont fait tout un pataquès de non, elle ne peut pas les sauver, etc. Alors que Cole, clairement, risque sa vie tous les jours sur le champ de bataille et il risque du coup la vie de son bébé et de Irène. Causer la même chose, quoi. C'est la même chose. Et moi, tout leur débat, là, ça m'a saoulée parce que la réponse, elle était évidente et ça a sacrifié 2 vies pour rien. Donc en fait, ça m'a saoulée. Oui, non, mais clairement, j'avoue que ce passage-là, c'était pas fou. Non. Et j'avais mis une dernière petite note. Du coup, c'est quand Eileen, elle marche avec son armée. J'ai mis, Eileen, elle revient chez elle, vraiment, on va dire, en tant que reine, parce qu'elle a, sa cour, elle a des alliances, elle a une armée. Et en fait, parce que Darrow lui reprochait au tout début du tome 6. Donc, j'ai trouvé ça trop cool que, tu sais, elle vienne, elle s'impose en mode, regarde ce que j'ai réussi à faire toute seule, tu vois. Elle arrive vraiment en tant que... Parce que c'est vrai que la première interaction, quand elle arrive à Terrasen, elle se fait lyncher. Voilà, elle n'a pas une vraie cour, on va dire. Et elle est toute seule. Et bon, Darrow, je déteste ce personnage. Je trouve qu'il a été très mauvais avec elle. Mais après, tu peux comprendre. Tu dis, bon, c'était une ancienne assassineuse. D'un coup, elle arrive, de par Saini, elle se dit, ouais, je suis la reine. Elle arrive avec 4 petites fées, Lysandra, une gamine. Et elle est en mode, hey, je viens prendre mon trône. Je comprends un peu le fait qu'il voulait qu'il n'avait pas confiance en elle et qu'il voulait pas en fait tout simplement donner un territoire à une personne qu'il connaît pas. Alors que là, là, elle arrive et tu dis bon, ok, waouh, il y a plus rien à dire. Elle a fait ses preuves, tu vois. Même avant, elle a fait ses preuves. Elle lui a envoyé je sais pas combien d'alliés. Si elle lui avait pas envoyé tous les alliés qu'elle lui a envoyés, Orinthe aurait été plié en 2-2. Hein. Il y aurait même pas eu de scène de combat. C'est-à-dire que si elle avait pas fait l'effort
d'envoyer toutes ses lettres, de rallier tous ses alliés, d'aller jusque chez les Mycéniens. Enfin, il n'y aurait même pas eu de combat. Oui. Darrow, il serait mort. Voilà. Mais en gros, ça va avec ce que je dis, parce qu'en soi, c'est... Moi, je parle de la toute première interaction. Après, je pense que là, Darrow, depuis tout le temps, tu vois, il se disait, bon, elle fait grave des choses. Mais je pense que lui, à aucun moment, a dû se dire que... Parce que sur les scènes où ils font le focus, quand ils sont sur le champ de bataille, il en met plein la tronche de Eileen. De elle est pas là, c'est sa faute et machin, et quand est-ce qu'elle arrive? Mais gars, elle t'a envoyé je sais pas combien d'alliés pour se battre, pour protéger Orynth. Oui, il a mis du Alors temps que à toi, la t'es reconnaître. juste dans ton château et protégé et à pas vouloir te battre. C'est un petit papier gris. Ah, moi, ce personnage, mis à part à toute à la fin, où il se rattrape un peu. Ouais, encore heureux. Mais ce personnage m'a énervé. En fait, il y a beaucoup de personnages dans ce dernier tome qui m'ont énervé. Il y en a pas mal qui sont un petit peu... titillants. Ouais. Mais du coup, voilà, on a terminé la partie 1. Vous aurez un autre épisode du coup sur la partie 2, comme on fait pour débriefer la fin de Throne of Glass. Sur ce, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé, vous, de cette partie 1. S'il y a des personnages aussi qui vont un peu hériter, ce que vous pensez aussi de la situation de Irène, Cole et le bébé. Qu'est-ce que vous aurez fait? Qu'est-ce que vous auriez fait à leur place, clairement? Et pensez à vous abonner, à soutenir la chaîne, ça nous aide énormément pour tous les projets à venir. Sachant qu'en plus, là, on a fait le Festival des Plumes et il y a 2 épisodes spéciaux qui vont sortir et on a trop hâte qu'ils puissent sortir. Donc vraiment, activez la cloche, abonnez-vous pour pouvoir les voir et surtout ne rien rater. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et bonne lecture. Bonne lecture.